Salut, je suis Laurent Argelier. Bienvenue dans La Série. Dans ce podcast, je vous invite à partager un pur moment de plaisir avec une personnalité d'exception. Le concept de cette interview sans filtre est intime. Je te tutoie et tu me dis tout. De simples questions pour des réponses sans détour, directes et avant tout sincères. À présent, chers amis, partageons ensemble et intensément ce moment présent avec notre invité et bonne écoute à vous. Bienvenue Emma Domas dans La Série et merci de nous recevoir au restaurant La Villa des Abbesses, situé sur la butte de Montmartre à Paris. Emma Domas, qui es-tu vraiment ? Ça c'est une question, je crois qu'on met toute la vie pour y répondre. Je suis quelqu'un qui chemine. Je suis quelqu'un qui explore. Je me sens profondément artiste et créatrice. Je suis aussi, parmi mes caractéristiques, une femme, une maman. J'ai plein de casquettes en fait. Emma, je te propose une expérience. Je te montre le miroir de La Série. Que vois-tu dans ce miroir ? Je vois une femme de 40 ans. Cette année, qui a réalisé beaucoup de choses déjà dans sa vie, qui a eu 1000 vies dans sa vie, du coup qui porte quelques traces sur son visage de ces vies-là, parce que évidemment la vie nous met en mouvement, la vie nous anime, la vie nous bouleverse. Donc c'est vrai, en ce moment en plus je me replonge beaucoup dans les souvenirs par rapport au travail que je suis en train de faire sur les 20 ans de Tu seras, de mon premier album, et c'est vrai que je regarde le visage que j'avais il y a 20 ans par exemple, et je trouve que j'ai beaucoup changé. Alors c'est marrant parce que les gens me disent « Oh, tu changes pas » et tout, mais moi je trouve que je porte la trace de toutes les émotions qui se sont posées sur ce visage depuis 20 ans. 40 ans, quel bel âge, mais 40 ans c'est un cap. Comment le passes-tu ce cap des 40 ans, Emma ? Alors, à 39 ans, je me disais 39, 40, c'est exactement la même chose. Mais alors moi, les 40 ans, ça sera les doigts dans le nez. Et en fait, je me suis fait une crise de la quarantaine carabinée, avec une sorte d'effondrement global, physique. J'ai eu des problèmes de santé, psychologique. Je savais plus où j'habitais. J'ai passé une année, l'année dernière, de remise en question, de doute, une traversée. Mais comme ça m'est déjà arrivé dans la vie, donc je m'inquiétais pas tant que ça, parce que je sais c'est des moments où on update pas mal de choses, ces crises-là existentielles. Et je pense que effectivement j'ai eu besoin d'une petite update et de me sentir aujourd'hui, de me ressentir comme la femme que je suis vraiment aujourd'hui, de celle que je suis devenue, et de faire le ménage, un ménage un peu émotionnel, un ménage avec des choses de la vie. On traverse plein de mouvements, de moments, d'époques, de choses, mais comme la vie va vite, on n'a pas le temps de s'y arrêter. Et là, mon corps m'a dit stop, arrête-toi. Et j'ai eu quelques mois là pour revenir sur mon parcours, sur ma vie, sur mon chemin de vie, et pour le réaborder avec mon regard actuel en fait. Et justement aujourd'hui, quel est ton regard actuel, Emma ? Je suis quelqu'un qu'on a un peu accusé d'être lisse au départ. Au tout début de ma carrière, mais j'avais 18 ans moi quand j'ai commencé. Je me souviens que les premières critiques, on disait mais elle est un peu lisse cette fille, etc. Parce que je crois que quand j'ai commencé, j'étais vraiment en protection et je n'osais pas exprimer tout mon potentiel et tout ce que j'étais, parce que j'avais peur du regard des autres aussi, et qu'en fait, petit à petit, j'ai appris que notre plus grande richesse, notre plus grand trésor intérieur, c'est notre sensibilité. Il se trouve que moi, je suis une hypersensible, donc je vis les choses vraiment de façon très très entière, très forte. Et aujourd'hui, c'est vrai que je ne m'empêche plus d'aller même dans des choses très improbables. Par exemple, dans ma carrière, c'est vrai que j'ai emmené toute ma petite tribu, ma petite communauté qui me suit depuis le départ. Ils me disent toujours, mais c'est dingue parce qu'avec toi un jour on va se retrouver écouter la radio ou à te voir à la télé, un autre jour on va te retrouver dans une galerie d'art faire une performance improbable, un autre jour tu vas faire une collab, tu vas faire une pub, un autre jour tu vas faire une créa théâtrale, on va te voir sur des planches de théâtre. Et c'est vrai que mon parcours m'a amené à ça,
rien m'interdire, à ouvrir toutes les portes à partir du moment où ça résonnait avec ma sensibilité et à faire tomber les masques et la peur du regard des autres. C'est parfois compliqué que d'être hypersensible au quotidien, Emma. Tu n'es pas la seule, là. Non, je suis loin d'être la seule et en plus, c'est vrai que je pense qu'on vit dans un monde qui maltraite beaucoup les hypersensibles parce qu'on nous demande d'être performants. Mais en même temps que ça nous touche pas trop parce qu'il faut toujours garder la face, on est dans un monde de paraître. Et c'est vrai que pour un hypersensible, tout ça, c'est très difficile de se démener là-dedans. Parce qu'un hypersensible, déjà, il ressent les choses, il faut le temps de les digérer, de les ingérer, et puis aussi de les transformer, et pour ma part, de les transmettre. Parce que ça, c'est vraiment mon truc à moi, c'est de me servir de mon expérience personnelle pour en faire une matière que je vais pouvoir partager avec les autres. De la musique, un texte, n'importe quoi. Et c'est vrai que il faut du temps. En fait, ça demande un processus, tout ça. C'est un processus. Et on nous laisse de moins en moins le temps de le vivre, ce process. Emma, si tu pouvais remonter le temps et rencontrer l'enfant que tu étais, que lui dirais-tu à cet enfant, à la petite Emma? Le fameux enfant intérieur. Tu vois, ma crise de la quarantaine m'a aidée à retourner un petit peu en arrière et justement à essayer de fouiller dans mes tréfonds pour aller rechercher cet enfant intérieur, lui tendre la main. Je lui dirais déjà pardon. Pardon parce que je crois que les vies d'adultes étouffent les cris des enfants intérieurs et que parfois on a du mal à accepter qu'il existe encore parce que ça ne coïncide pas, ça ne correspond pas avec ce qu'on attend d'un adulte, qu'il se tienne correctement, qu'il ne déborde pas, qu'il ne fasse pas déborder ses émotions justement, qu'il soit responsable, cadré, et donc effectivement, alors que l'enfant intérieur c'est tout l'inverse. L'enfant intérieur c'est l'émotif, c'est l'impulsif, c'est le créateur, c'est celui qui a pas de filtre, c'est celui qui s'anime de pas grand chose et je crois que nos vies les étouffent. Alors déjà pardon et enfin merci toi de pas m'avoir quitté tout ce temps-là. C'est-à-dire que malgré le fait qu'on les étouffe, nos enfants intérieurs, ils sont toujours là et quand on leur tend la main, eh ben, il nous faut un grand sourire. Emma, nous allons rester dans l'enfance. En quoi la maternité a transformé ta vie, toi qui es la mère de Valentine et d'Antonin? Ça transforme la vie sur tout un tas de plans. C'est un tsunami, la maternité. Déjà parce que de soi on se décentre. Notre centre n'est plus nous-mêmes. Notre centre, ça devient notre enfant. Ça devient son épanouissement, son développement. Déjà dans un premier temps, sa survie. Je suis une maman très 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 impliquée. Je suis une louve. Quand mes enfants étaient vraiment des tout petits bébés, des nourrissons, je me sentais vraiment comme un animal dans sa tanière qui était là pour assurer la survie de sa progéniture. Il y avait des choses à la fois bouleversantes, de beauté magnifique, puis des choses extrêmement angoissantes pour moi parce que j'avais tout le temps peur de mal faire. Je crois que la maternité nous confronte aussi à nos limites et ça c'est quelque chose que j'ai gardé peut-être, d'avoir toujours un petit peu peur de mal faire. Et après, en même temps, je me dis, on est humain, hein, chacun fait ce qu'il peut. Puis de toute façon, les enfants nous en voudront quand même un jour, donc c'est comme ça, comme on en a voulu à nos parents à certains moments. J'avoue que je jongle un petit peu entre cette vie de maman et cette vie d'artiste, que parfois il y a une lutte, il y a une confrontation. J'en parle aussi maintenant avec ma fille qui est un peu plus grande et qui peut comprendre ce genre de choses, que je ne suis pas que leur mère. Je suis aussi une artiste qui a besoin de temps, qui a besoin d'être dans sa bulle, qui a besoin d'écrire, qui a besoin de rêver. Et la vie à 100 à l'heure de la maternité, d'accompagner les enfants à l'école et dans toutes sortes d'activités, de leur faire leurs devoirs, les bains, les douches, machin, c'est quelque chose de très très matériel. Tout ça, on est vraiment ancré. Il faut être très solide, très ancré. Et quand on est artiste, on est beaucoup plus dans l'éther. Et ça, pour moi, c'est un grand écart qui est difficile. C'est une gymnastique super difficile parce qu'à la fois, je suis très mère poule et à la fois, j'ai vraiment des grands besoins de créativité. Donc voilà, je jongle. Des fois j'y arrive, des fois j'y arrive moins bien, et puis je fais ce que je peux. Comment fais-tu pour enseigner à tes enfants les valeurs et les principes qui te tiennent à cœur dans la vie de tous les jours? Je crois qu'il n'y a rien de mieux que l'exemple. Il faut essayer de les incarner.
le plus possible. C'est vrai que nous, nos valeurs à la maison, que ce soit mon compagnon ou moi, on est vraiment dans l'écoute, dans la bienveillance. Moi, je suis quelqu'un de très entier, donc c'est ne pas se cacher de ses émotions. Voilà, exprimer. Et puis c'est pas grave, parfois de pleurer, puis c'est pas grave de se mettre en colère, et puis c'est pas grave. Enfin voilà, on est des humains, mais par contre, toujours après se parler, se dire ce qu'on a sur le cœur. Ma fille me parle beaucoup, du coup, elle me parle. Mon petit Antonin, il est encore trop petit, il a 4 ans, donc mais il commence à avoir ce réflexe aussi de me raconter un peu ce qui le traverse, mais en plus c'est un garçon, donc c'est un petit peu plus peut-être un petit peu moins évident, mais en tout cas je vois chez ma fille, elle commence vraiment, on est dans la communication, on est dans la bienveillance, et j'essaie de l'accompagner dans tout ce qu'elle traverse à l'école, d'émotions, de problématiques à l'autre, dans le respect de l'autre, dans le respect, ouais, encore une fois, vraiment, je pense que c'est la clé. On est dans un monde difficile où en plus il y a une certaine cruauté chez les enfants, ça de tout temps, les enfants explorent voilà, des choses dont la cruauté, mais je crois qu'on est dans un monde particulièrement violent et difficile pour les enfants et qu'il faut les armer, non pas avec des armes violentes, mais surtout avec les armes justement de l'empathie et du non-jugement et de la non-violence. Emma, avec quelle douceur nostalgique reviens-tu sur ton parcours à la Star Academy 2 décennies plus tard? Là justement en ce moment il y a beaucoup de choses qui reviennent parce que j'ai participé à la Starac donc sur cette saison 23-24 là j'y suis retournée et ça m'a fait remonter plein de choses. J'ai rencontré ces élèves magnifiques. Je trouve d'ailleurs que cette année il y avait un groupe particulièrement attachant. Ça m'a rappelé ce que nous on a vécu évidemment, et puis vu qu'on est toujours très soudés, très amis avec mes copains de la Starac, je me suis un peu identifiée à ce qu'ils étaient en train de vivre, et du coup ça m'a fait revivre des émotions. C'était bouleversant, c'est une aventure hors du commun qu'on a eu la chance de vivre, incroyable, non seulement pendant 3 mois et demi au château, mais aussi après en tournée. Et puis c'est vraiment une famille qu'on s'est fabriquée ensemble, avec toutes les caractéristiques d'une famille, parfois avec des hauts et des bas, avec parfois des incompréhensions, mais pareil, avec une envie, une bienveillance mutuelle et des liens toujours très très forts. Moi je pense que j'ai eu un parcours qui était très très chouette en fait, parce que j'ai pu trouver la façon de me déployer au sein de ce programme à un moment donné. C'était pas facile au début, et puis à un moment donné j'ai pu m'envoler et vraiment donner ce que j'avais à donner, et c'est comme ça que les gens m'ont connu, m'ont rencontré. Par contre c'est vrai que ça reste un programme de télé dans lequel il y a un certain formatage de fait, quoi, parce qu'on vient pas avec vraiment totalement tout notre univers. Moi j'écrivais beaucoup de chansons, j'avais cette envie de me développer en tant que autrice, compositrice, interprète, et là on chante les chansons des autres, et donc ça a été après un vrai challenge pour faire exister mon univers, mes choix artistiques, et à me développer, à me révéler en tant qu'artiste par la suite. Voilà, ça a été un cheminement, ça a été un peu un combat parfois. Puis moi j'ai assez mal vécu le côté télé-réalité de la chose, l'enfermement, les caméras tout le temps, le manque d'intimité, et puis le fait que quand on sort de là on est extrêmement exposé, très 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 trop connu, trop célèbre. Et ça, pareil, c'était un petit peu, à la fois c'était fou, c'était exaltant, c'était incroyable, et à la fois pour moi qui suis une hypersensible et un peu introvertie dans sa bulle, c'était un petit peu difficile à vivre parfois. Donc il a fallu du temps pour retrouver un équilibre, et je suis très heureuse de ce que c'est devenu. Emma, quel conseil donnerais-tu à ceux qui vont pas gagner la Star Academy pour continuer à persévérer en tant qu'artiste? C'est un métier très difficile, qu'il est devenu encore plus qu'au début, ou à l'époque où moi j'ai commencé, parce que entre-temps il y a eu une crise du disque, et puis maintenant il y a eu une crise Covid, et puis donc c'est un métier où il y a beaucoup d'appelés et très peu d'élus. C'est beaucoup de travail. Vraiment avoir conscience, ne pas faire de concessions profondes artistiques, c'est-à-dire être sincère dans son art, être authentique dans son art, parce que ça finit toujours par payer, même si au début ça déstabilise, parce qu'on attend de nous d'incarner des choses populaires, parce qu'on s'est fait connaître dans une émission très populaire. On attend des choses de nous. Moi je pense qu'il faut revenir à soi,
à ce qui nous fait vraiment vibrer. Il y a une part de chance, ça clairement. Il y a aussi une part d'humilité. Je pense qu'il faut pas. C'est le conseil que. Enfin, en tout cas, c'est ce que je disais à Lénie quand elle est sortie. C'est que c'est effectivement très très joli tout l'amour qu'on reçoit, cette connexion avec le public, c'est incroyable. Mais je pense que c'est aussi important de ne pas s'identifier à ça et de continuer à cultiver son estime de soi par ailleurs, en faisant des choses qui n'ont rien à voir avec ça. Parce que tout simplement, ce qui est en train de se passer là pour eux, comme ce qui s'est passé pour nous, c'est vraiment exceptionnel. Et ça ne peut pas durer comme ça, toujours. Et quand on s'identifie à ça, eh bien alors on peut être très déçu. Emma, tu as enregistré avec Jérémy Chatelain une version gourmande de Happy de Pharrell Williams pour une publicité de chocolat. Comment est née cette collaboration? Tout simplement parce qu'avec Jérémy ça fait 20 ans qu'on collabore, qu'on fait des trucs ensemble. Déjà dans le château et même en tournée, on écrivait des chansons ensemble. On était tout le temps fourrés ensemble avec Jérémy. Ensuite, il a co-réalisé, coécrit mon 3e album, Le Chemin de la Maison. On a passé 1 an en studio ensemble avec Sylvain Carpentier, notre ingé son, à travailler sur un album ensemble, qui pour moi est vraiment un de mes albums, enfin peut-être l'album le plus réussi parce que c'est un album qui bouge pas, quoi, qui est indémodable. Ils ont vraiment travaillé sur le son de ce disque. D'une façon, d'une main de maître. J'ai beaucoup aimé travailler avec Jérémy, donc c'est pour ça que quand il m'appelle généralement, je sais que ça sera pour des projets intéressants. Là, c'était fun parce que le projet c'était donc de reprendre Happy de Pharrell Williams pour une publicité pour des chocolats pour les enfants. Bon, je suis maman, j'ai des enfants, donc je connais bien ces chocolats. Il y avait un petit côté aussi sentimental à la chose, et j'étais vraiment très contente. En plus, c'est une pub qui va circuler dans le monde entier, donc c'est drôle de se dire que ma voix va être entendue comme ça. Emma, as-tu des engagements personnels pour des causes qui te sont chères? Ces derniers temps, je me suis engagée auprès d'une association qui s'appelle Les Maltraitances, moi j'en parle, et qui œuvre toute l'année en milieu scolaire à la prévention contre les maltraitances infantiles. Alors que ce soit les violences verbales, psychologiques, sexuelles ou le harcèlement. Et l'année dernière, on a d'ailleurs fait une opération très sympathique puisque je suis allée dans un collège tout au long de l'année pour des ateliers d'écriture et de composition. Et on a écrit avec les enfants l'hymne de l'association, une chanson qui s'appelle Maltraitance, c'est fini, qu'on peut écouter sur YouTube et que je trouve très réussie. Ils ont vraiment super bien bossé et c'était chouette pour moi d'être sur le terrain et de recueillir vraiment les mots, les sensations, les émotions des enfants sur des sujets qui les concernent. Et je crois que maintenant c'est comme ça que j'ai envie de fonctionner dans mes engagements, c'est-à-dire que on est souvent sollicité, pour participer à un événement, pour mettre notre photo à côté d'un nom pour une cause, mais je crois qu'il y a rien de mieux que l'engagement sur le terrain et que maintenant c'est comme ça que j'ai envie de fonctionner. Emma, quels sont les jolis projets que tu nous réserves et que tu peux nous faire partager en exclusivité? Les projets, c'est simple. 2024 est un petit peu destiné à célébrer cet anniversaire des 20 ans de la sortie de Tu seras et de mon premier album, Le Saut de l'Ange, puisque je peux dire que j'ai 20 ans de carrière maintenant, c'est assez dingue, mais voilà, ça arrive. Alors je suis pas quelqu'un qui soit très tourné vers la nostalgie parce que moi je suis quelqu'un qui est plutôt toujours de l'avant, et comme j'aime beaucoup créer, j'aime bien récupérer de la matière et en faire quelque chose, donc il y aura une nouvelle version de Tu seras qui va sortir très très prochainement. C'est aussi de faire un peu de scène, de reprendre mes titres les plus emblématiques, Tu seras, Regarde-nous, You Got Me, Je suis conne, tout ça, et de balayer un petit peu 20 ans de répertoire finalement, et c'est vrai qu'on se rend compte quand on écoute mes disques que j'ai jamais fait 2
fois le même album, je suis allée dans des influences, dans des sons, dans des couleurs à chaque fois assez différentes, et que le fil conducteur, oui, c'est vraiment, je pense, ma voix, la façon, mon interprétation, la façon dont j'incarne ça, et surtout dont je raconte des histoires. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'est vraiment ça, ce qui me plaît, moi, c'est dans cette musique, c'est le partage d'émotions, de raconter des histoires avec toujours un décorum, des musiques pop et des textes au centre. Ouais, j'aime bien cette idée-là. Emma, y a-t-il une question que tu aimerais que l'on te pose et à laquelle tu n'as jamais eu l'occasion de répondre? On me pose peu de questions sur le processus créatif et sur la façon dont j'écris, pourquoi je me suis mise à écrire. Et je crois que c'est parce que c'est vrai qu'on m'a pas beaucoup identifiée comme une autrice dès le départ, mais plutôt comme une interprète, parce que c'est vrai qu'en ayant fait l'émission que j'ai faite, et puis avec le parcours que j'ai eu à mes débuts dans l'industrie musicale, on met en valeur autre chose, alors que c'est vrai que c'est quelque chose que, pour le coup, qui m'a un peu frustrée dans mon parcours, c'est de pas avoir été reconnue en tant qu'autrice et compositrice. Et pour moi, vraiment, c'est majeur et c'est central dans mon déploiement artistique. Et c'est vrai qu'on a tendance à dire oui, mais écrire, en fait, on le fait pour soigner. Et c'est vrai que pour se soigner, c'est une thérapie d'écrire. J'entends beaucoup ça. Et c'est vrai qu'au début au début où j'écrivais, c'était une écriture assez narcissique, assez autocentrée, et qui me faisait du bien. Et de plus en plus, dans ma façon d'écrire, est apparu le fait que, mais comme n'importe quel créateur, en fait, je ne suis qu'un canal, je ne suis qu'un tube. Et qu'en fait, c'est pas pour moi que j'écris. J'écris avec ma matière, mais vraiment, j'ai l'impression que c'est fou, hein, de dire ça. C'est peut-être, ça va pas avec l'humilité dont je te parlais tout à l'heure, peut-être pour certains. Mais c'est une mission, quoi. C'est une mission d'écrire parce que j'ai la chance, j'ai la possibilité. On m'a fait ce cadeau de pouvoir traduire des choses aussi impalpables que sont les émotions dans une matière qui est un texte, une chanson, et qui va pouvoir donner de l'émotion à quelqu'un. Et ben, c'est pour ça que j'écris, en fait. Emma, je vais te demander de choisir un mot pour définir chacun de ces mots. C'est quoi le bonheur? Le bonheur, c'est une belle harmonie. C'est quoi la vie? La vie, c'est un chantier permanent. C'est quoi la mort? Une nouvelle porte qui s'ouvre. C'est quoi Dieu? C'est la source de toutes les énergies. Souhaites-tu approfondir l'une de tes réponses? Sur la vie en règle générale, qui est, je disais, c'est un chantier permanent. Parfois, ce chantier s'harmonise. Parfois, on a l'impression que c'est plus un chaos. Et puis d'un coup, il va y avoir encore un nouveau petit séisme et il va falloir se remettre à travailler sur son chantier. Et on dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. En fait, tant qu'on a l'énergie d'y retourner, il faut le faire, parce que je crois que c'est comme ça qu'on arrive à trouver vraiment qui on est. C'est en faisant, en fait. C'est en faisant, en fabriquant sa vie, qu'on arrive à trouver qui on est, à trouver sa voie, à trouver sa mission et à trouver sa place dans le monde. Emma, pour conclure ce joli moment de partage, je t'invite à adresser un message à nos auditeurs. Qu'aimerais-tu leur dire? Eh ben, j'aimerais leur dire merci d'avoir écouté jusque-là, déjà. C'est nous qui te remercions en cœur. Et que j'espère les rencontrer, puisque ça, c'est un très joli moment de mon métier. J'ai des moments très solitaires, mais j'aime aussi énormément ces moments de partage et de rencontre. Et que voilà, je souhaite les rencontrer sur le chemin et qu'on ait des choses à se raconter. Merci Emma Domas. Merci beaucoup. Porte-toi bien et sois intensément heureuse. Merci. Vous avez écouté la série de Laurent Argelier. Portez-vous bien et soyez intensément heureux.